Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Ce soir, je vous emmène pour une promenade en forêt, au cours de laquelle on va découvrir beaucoup de choses sur les plantes en général et les arbres en particulier. Ce ne sont pas seulement des machines vivantes qui croissent en absorbant des nutriments, de l'eau et du carbone. Les arbres interagissent aussi avec leur environnement. Ils peuvent tomber malades et guérir, vivre au rythme des saisons, et ils abritent des mondes insoupçonnables, au-dessus de nos têtes, mais aussi sous nos pieds, dans leurs racines. Je vous parlerai aussi d'arbres, ou du moins de végétaux remarquables, certains qui sont les organismes les plus hauts de la planète, d'autres qui sont plus anciens que les pyramides d'Égypte. Et comme d'habitude, j'espère que ce moment dans la nature vous aidera à vous détendre et à vous endormir si vous le souhaitez. Merci à vous de suivre la Bibliothèque des rêves et d'évaluer positivement les épisodes. Ça aide à les rendre visibles et à long terme, ça aidera à la pérennité de cette chaîne. En tout cas, de nouveaux épisodes vous attendront chaque dimanche, que ce soit pour parler d'histoire, de science, de mythes, de mystères historiques, ou vous emmener dans l'espace. Alors, détendez-vous en relâchant la tension dans vos épaules, vous n'en avez pas besoin. Et faites de même pour vos bras, vos jambes, jusqu'à la pointe de vos orteils. Adoptez une position confortable et commençons notre aventure. Les arbres sont si familiers, qu'on vive à la campagne ou même en ville, que la plupart du temps on n'y fait pas attention. Et effectivement, le monde contient beaucoup d'arbres. On estime leur nombre sur Terre à 3000 milliards, 3 trillions, c'est-à-dire à peu près 400 arbres par être humain. Certains sont petits, beaucoup même, et quelques-uns atteignent des hauteurs impressionnantes de plus de 100 mètres de haut. Mais tous font partie d'une même famille d'organismes. Ce sont des plantes qu'on appelle ligneuses. On verra ce que ça veut dire. Plantes avec lesquelles les humains partagent environ 50% de leur ADN. Évidemment, les plantes ne sont pas des animaux, et les anthropomorphiser n'a pas grand sens. Mais le destin de l'humanité a toujours été lié aux arbres. Les forêts ont été et sont encore une source importante de nourriture, de matériaux de construction, de bois de chauffage. Et la connexion avec l'humanité n'est pas seulement biologique. Les hommes ont vite prêté aux arbres une dimension symbolique ou sacrée. Les arbres pouvaient être considérés comme magiques. Ils étaient parfois vénérés dans les cultures anciennes. Peut-être parce que leur forme, avec des racines dans le sol et des branches qui s'étendent vers le ciel, prête au symbolisme, la connexion entre la terre et les cieux, le mystérieux ou le caché et le visible. Par exemple, dans la mythologie nordique scandinave, l'arbre du monde, Yggdrasil, abritait 9 mondes, dont le nôtre. Et ces 9 mondes étaient posés sur ses branches ou empilés autour de son tronc, avec un pont, un arc-en-ciel, qui pouvait les connecter entre eux. Ce concept de l'arbre-monde existe dans les anciennes religions indo-européennes, mais pas seulement. On le retrouve aussi en Sibérie ou dans les religions amérindiennes. Un autre motif qu'on retrouve dans les histoires et les croyances populaires autour du monde
c'est l'idée qu'il peut y avoir un lien intime, invisible, mais très puissant, entre un arbre et un être humain, comme s'il y avait une sorte de sympathie entre les deux. L'arbre va se flétrir si l'homme est malade, et d'ailleurs la tradition de planter un arbre quand arrive un nouveau-né, et que les deux soient associés symboliquement, ça existe sur différents continents. C'est une pratique qui évidemment s'éteint dans les villes, mais qui autrefois était courante. Les arbres qui étaient vénérés ou auxquels on prêtait des pouvoirs, c'est quelque chose qu'on trouvait chez les Celtes, par exemple. Les rituels des druides avaient lieu dans les bois et également autour des arbres. Pour les Grecs anciens aussi, il y avait des dryades, des créatures ou des esprits qui vivaient dans les arbres. Et encore une version qui subsiste de ces croyances, c'est l'existence des arbres à souhait, des arbres sur lesquels les gens accrochent des rubans, auxquels ils offrent des pièces de monnaie ou d'autres petits cadeaux, avec l'espoir qu'un vœu puisse se réaliser. Très bien, mais qu'est-ce que c'est qu'un arbre exactement? On comprend tous de quoi il s'agit, mais le terme arbre ne définit pas une plante en particulier ou une famille de plantes. Il s'agit plutôt d'une forme. De nombreuses plantes différentes, qui ne sont pas forcément liées entre elles par l'évolution, ont développé des caractéristiques qui leur donnent la forme d'arbre. Déjà, ce sont des plantes qu'on appelle vivaces, ce qui veut dire qu'elles ne se fanent pas après une saison en particulier, mais qu'au contraire, elles restent en vie plusieurs années généralement. Donc elles vivent au cours de plusieurs cycles des saisons. Deuxièmement, les arbres ont un tronc, une tige allongée, qui pousse vers le haut à la verticale ou à peu près, et qui supporte des branches et des feuilles. Mais tous les troncs n'ont pas la même structure. Par exemple, à part une forme vaguement similaire, un palmier n'a rien en commun avec un chêne ou un bouleau, à part cette forme verticale. Les palmiers ont un tronc parce que leurs feuilles poussent les unes au-dessus des autres. Ces feuilles finissent par sécher et tomber, et au fil des années, leur empilement fabrique un tronc. Mais un tronc qui ne pourra jamais s'élargir ou former des anneaux de croissance comme un chêne le fait. Il y a d'autres plantes comme ça, qu'on appelle arbres à cause de leur forme. Les bananiers, le bambou, certaines fougères arborescentes. Mais comme les palmiers, elles n'ont pas un tronc ligneux sur lequel se produit la croissance secondaire de branches, ou qui s'élargit année après année. Donc les arbres sont d'une forme. Et superficiellement, ce sont aussi des organismes qui paraissent assez basiques. Ils recueillent l'eau et les minéraux du sol, le carbone de l'air, et ils y trouvent les matériaux de construction qu'ils utilisent pour pousser. Mais cette simplicité n'est vraiment qu'apparente. Dès qu'on regarde sous la surface, ou sous l'écorce des arbres, on découvre vite des surprises ou des questions inattendues. Les arbres ont aussi une horloge biologique interne, par exemple. Ils ont des capteurs et ils échangent des informations entre eux, par l'air ou par les racines qui peuvent se connecter. Air dont ils peuvent aussi modifier la composition autour d'eux. Ils ont un mécanisme compliqué et pas encore bien compris qui leur permet de pousser verticalement, indépendamment de la lumière, de la gravité ou du champ magnétique de la Terre. Donc on va explorer différents écosystèmes, différentes forêts, jeter un œil loin dans le passé aussi, découvrir des arbres qui battent des records de taille
ou de longévité. Tout ça pour un peu mieux les comprendre. Et pour ça, il faut commencer par parler des plantes en général. Qu'est-ce que c'est qu'une plante et d'où viennent-elles? Comme la vie animale, les plantes proviennent des océans de la Terre et elles ont fait partie des formes de vie les plus anciennes. À ce qu'on en sait, les ancêtres des premières plantes étaient des bactéries qui formaient des tapis dans l'océan, ce qu'on appelle des cyanobactéries, des bactéries capables de pratiquer la photosynthèse. Ces cyanobactéries, plus précisément, ne sont pas les ancêtres des plantes, mais des chloroplastes, les structures présentes dans toutes les plantes et toutes les algues qui vivent de la photosynthèse. Ces cyanobactéries ont été absorbées par des ancêtres végétaux pour en devenir des composants essentiels. Comme vous le savez, la photosynthèse, c'est la conversion de l'énergie lumineuse du soleil en énergie chimique. Les organismes qui la pratiquent utilisent cette énergie pour dissocier les molécules de dioxyde de carbone. Elles gardent le carbone et elles rejettent l'oxygène dans l'eau ou dans l'atmosphère. Ce mécanisme est à la base du cycle de vie de la plupart des plantes. Les exceptions sont quelques plantes parasites, non photosynthétiques, qui ne peuvent pas produire leur propre subsistance par photosynthèse, alors elles se fixent sur d'autres plantes qui assurent leur survie. On en connaît aussi qui s'alimentent non pas d'autres plantes, mais de champignons, un autre type de parasite végétal. Les premiers organismes photosynthétiques sur Terre, qui sont apparus, on pense, il y a 1,2 milliard d'années, ont joué un rôle énorme dans la transformation de la planète. Parce qu'ils ont oxygéné l'atmosphère pendant des centaines de millions d'années. Et en faisant ça, ils ont modifié le climat, la composition de l'air, qui initialement ne contenait quasiment pas d'oxygène, la composition de l'eau, et c'est ça qui a ouvert la voie à d'autres formes de vie dans les mers, avec les animaux. On ne sait pas exactement comment les premières plantes terrestres sont apparues. Pendant longtemps, on a pensé que les plantes marines s'étaient diversifiées et étaient devenues de plus en plus grandes avant de s'adapter à la vie terrestre et de commencer à coloniser les continents. Mais au cours des dernières décennies, une autre théorie est apparue. Selon elle, ça pourrait plutôt être des algues microscopiques, qui ont colonisé les sols, en vivant sous terre dans des sols humides, et elles auraient ensuite évolué pour devenir des plantes terrestres plus grandes. Quoi qu'il en soit, les traces de plantes terrestres les plus anciennes qu'on ait datent d'il y a environ 450 millions d'années. Elles proviennent d'une période appelée l'Ordovicien, période à laquelle la vie animale était encore absente sur les continents, ou alors limitée à une vie microscopique et souterraine. Des dizaines de millions d'années supplémentaires ont passé avant que ces premières plantes primitives gagnent en taille, se diversifient et commencent à adopter les caractéristiques qu'on associe aux plantes terrestres. Des racines, des feuilles, des tiges capables de croître au fil du temps et de produire des excroissances secondaires, des branches, même très petites, qui poussent à partir d'elles. Il y a 400 millions d'années, donc 50 millions d'années après l'apparition des premières plantes terrestres, dans une autre période, le Dévonien, la plupart de ces caractéristiques étaient présentes chez les plantes.
Et un peu plus tard, c'est-à-dire quand même quelques millions d'années, seraient apparues les premières graines. C'est autour d'il y a environ 360 millions d'années, dans le passé, qu'on peut commencer à parler de forêts d'arbres sur Terre, c'est-à-dire des ensembles, des écosystèmes, comprenant de grandes plantes verticales, dont la tige, le tronc, s'était durci, transformé en bois. La forme arbre était bien apparue à l'époque. Et comme on l'a vu, au départ, un arbre, ça n'est pas une plante en particulier, mais une forme. Donc les premières forêts étaient nées à cette époque, et elles ont couvert la terre partout où elles le pouvaient, là où les conditions climatiques et les sols étaient suffisamment cléments. Mais dans ces anciennes forêts, les formes végétales les plus répandues étaient plutôt les mousses et les fougères, pas les arbres. La mousse est une forme de végétal relativement simple et présente dans la plupart des forêts. Elle forme des touffes ou des tapis qui poussent directement sur les sols ou sur les troncs. Si on l'observe de près, la mousse a une seule tige avec de minuscules feuilles qui y sont accrochées. C'est la quantité de ces tiges qui lui donne cette apparence. Je vous disais que c'était un type de plante assez basique parce qu'il n'y a presque pas de circulation de l'eau et des nutriments à l'intérieur de la plante. La mousse est parfois mélangée au lichen, qui prospère également sur les troncs ou les rochers, mais qui est un type d'organisme complètement différent. Un lichen, c'est un organisme composite qui résulte de la symbiose entre des champignons, des fonges et des algues ou des bactéries. Leur relation symbiotique, c'est que les algues ou les bactéries fournissent de l'énergie aux champignons par photosynthèse, grâce à l'énergie solaire et au dioxyde de carbone. Ces organismes synthétisent des sucres dont le champignon se nourrit. Et en contrepartie, les organismes photosynthétiques obtiennent l'humidité maintenue par les champignons, une protection et des nutriments du sol extraits par les filaments du champignon. Cette relation symbiotique est très ancienne. Il semble qu'elle soit apparue très vite quand la vie végétale s'est répandue sur les continents. Et comme les lichens ne sont pas des organismes isolés, mais plutôt des colonies, un peu comme des coraux, ils peuvent avoir une durée de vie extrêmement longue. On connaît sur Terre des lichens qui ont plusieurs dizaines de milliers d'années. Et à ce qu'on en sait, ils détiennent le record de longévité parmi les formes de vie. Ils ont colonisé tous les continents, y compris l'Antarctique, et ils peuvent prendre une grande variété de formes ou de couleurs. Mais ce ne sont pas des plantes. Donc je vous disais que les mousses étaient déjà abondantes il y a 350 millions d'années, et aussi les fougères. Les fougères sont un type de plante plus élaboré ou plus complexe que les mousses, parce qu'elles sont dites vasculaires, ce qui signifie qu'elles ont des tissus qui forment des conduits internes et qui leur permettent de transporter de l'eau et des minéraux dans toute la plante. Les fougères utilisent aussi ce système vasculaire pour faire circuler le produit de la photosynthèse, les sucres, les glucides dont elles se nourrissent, dans toute leur structure. La vascularisation, c'est une étape évolutive majeure vers l'apparition d'arbres et de plantes plus grands en général. Parce qu'il faut apporter des nutriments et de l'eau aux parties de la plante qui sont à plusieurs mètres ou dizaines de mètres au-dessus du sol. Sans vascularisation, c'est impossible.
rien ne peut circuler. Les fougères sont une des formes de plantes les plus anciennes à avoir développé cette caractéristique. Et elles se sont diversifiées en plusieurs milliers d'espèces. La plupart des espèces de fougères actuelles sont apparues il y a 100 à 200 millions d'années. Et elles ont très peu changé entre-temps. Il y a même une espèce américaine de l'est des États-Unis, la Cleitos munda, qui est restée strictement identique depuis 180 millions d'années. À en juger par ses fossiles au fil du temps, c'est la date à laquelle elle a cessé de muter, d'évoluer. Les fougères ne se reproduisent pas avec des graines, mais avec des spores. Si vous regardez le dessous d'une feuille de fougère, vous verrez de petites taches ou de petits monticules ronds disposés en rangées. Ce sont des petits tas de poudre, de spores, qui sont le véhicule permettant la reproduction de la fougère. Les spores sont très légères, et le vent ou le passage d'un animal vont facilement les emporter. Chaque spore, c'est une minuscule unité de reproduction. La plupart du temps, les spores comprennent une seule cellule. Et lorsque cette cellule trouve des conditions favorables, de l'eau, la bonne température, quelque chose à quoi s'accrocher, elle commence à se diviser. C'est le processus qu'on appelle la mitose, l'autoréplication d'une cellule. Il y a des chromosomes dans son noyau qui se dupliquent et le noyau se divise, se scinde pour former deux cellules. La multiplication se poursuit, ces cellules de fougère vont se différencier en suivant le code génétique qu'elles contiennent. De la même façon qu'un embryon humain part avec une seule cellule qui se multiplie. Mais cette première cellule contient déjà les gènes qui permettent de fabriquer des cellules différentes et spécialisées. C'est comme ça qu'une nouvelle fougère apparaît, dans un processus de reproduction qu'on appelle asexué. Il existe aussi des spores de reproduction sexuée qui portent seulement la moitié des chromosomes et devront s'attacher avec une autre spore compatible pour former un nouvel individu. La reproduction sexuée, qui combine deux cellules reproductrices de sexes différents, c'est la méthode de reproduction la plus fréquente chez les êtres vivants multicellulaires. Ça peut sembler paradoxal, parce que la reproduction sexuée est plus compliquée. Il faut faire se rencontrer deux cellules reproductrices, alors qu'avec une méthode asexuée, un individu isolé peut se multiplier tout seul. Donc théoriquement, on pourrait penser que la reproduction asexuée dominerait. Et pourtant non. Alors pourquoi ? Sans doute parce que la reproduction sexuée a de gros avantages. Déjà, elle favorise la diversité des gènes. Si les gènes ne sont pas mélangés, alors on fabrique des clones. Et il arrive un moment où des mutations génétiques défavorables vont survenir. En cas de reproduction asexuée, d'une génération à l'autre, ces mutations vont être transmises sans filtre à la descendance, et avec le temps s'accumuler peut-être, jusqu'à la possible disparition de l'espèce, quand l'ensemble de ces mutations feront qu'elle n'est plus viable. Le brassage des gènes, c'est la garantie de la diversité des individus d'une espèce. Donc, dans le lot, qu'il y en aura des viables qui la feront perdurer. Et c'est aussi la garantie qu'au gré des mutations et des générations, l'espèce va évoluer par un processus d'essai successif.
Autre avantage de la reproduction sexuée, c'est qu'elle est compétitive. Les individus les plus capables de se reproduire, quelles qu'en soient les raisons, sont aussi les mieux placés pour propager leurs gènes. Et ça vaut pour les animaux comme pour les plantes. Au total, on pense que ce sont les raisons pour lesquelles la reproduction sexuée, même si elle est plus compliquée, a pris l'ascendant parmi les organismes plus complexes. Mais pas un ascendant écrasant. Dans la nature, reproduction sexuée et asexuée coexistent, comme on le voit avec le cas des fougères. Et justement, pour en revenir aux arbres, les premiers types d'arbres à apparaître étaient probablement des fougères arborescentes, qui auraient créé des troncs permettant à leurs feuilles de s'élever au-dessus du sol, peut-être pour un meilleur accès à la lumière. L'une des plus anciennes plantes arborescentes connues, qui date d'il y a environ 370 millions d'années, s'appelle Archaeopteris. Archaeopteris avec un S, à ne pas confondre avec Archaeopteryx, YX, qui n'a rien à voir, c'était un ancien oiseau, un dinosaure. Et donc cet Archaeopteris avait des feuilles similaires à celles d'une fougère. Il se reproduisait avec des spores, et son tronc pouvait atteindre une taille assez impressionnante, à en juger par les fossiles, presque 30 mètres de haut et 1,5 mètre de diamètre. Dans les premières forêts, c'était probablement une espèce très répandue dans la canopée, c'est-à-dire la couche supérieure du feuillage, celle qui a un accès direct à plus de lumière. Mais à cette époque, la végétation sur Terre, y compris dans les forêts, était très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. C'était un monde sans graines, sans fleurs, et même sans herbes. Toutes ces choses n'étaient pas encore apparues. Alors voyons un peu comment le monde des plantes a développé ses caractéristiques, en commençant par les graines. Une graine, c'est l'embryon d'une plante, un œuf fécondé enfermé dans une coque, un revêtement protecteur. Elle commence à pousser dans une plante mère, elle est fécondée, et ensuite elle se détache pour faire pousser une autre plante ailleurs. Les graines n'ont pas la résistance ni la simplicité des spores. Certaines spores peuvent survivre des milliers d'années avant de germer. Les graines sont protégées du milieu extérieur, mais elles ne sont pas aussi résistantes. Malgré ça, les avantages de la reproduction sexuée sont tels que les plantes à graines se sont répandues partout, dans tous les écosystèmes terrestres, des forêts aux prairies. À la suite du développement de la reproduction sexuée chez les plantes, quelques dizaines de millions d'années plus tard, d'autres merveilles sont apparues, les fleurs et les fruits. Le fruit d'une plante, c'est une structure qui porte une ou plusieurs graines et qui aura l'avantage d'attirer un animal qui va transporter les graines. Les fleurs sont aussi un produit de la reproduction sexuée et une importante innovation de l'évolution. Pourquoi ? Parce que les fleurs sont avant tout un procédé pour attirer des insectes, avec lesquels les plantes ont développé une collaboration symbiotique. Les couleurs et les odeurs attrayantes des fleurs sont là pour attirer des insectes qui vont transporter leur pollen. Une fleur, c'est en fait une feuille modifiée. En son centre, il y a un ovaire et des cellules reproductrices femelles, des œufs, et aussi du pollen qui contient les cellules reproductrices mâles. Une plante peut s'auto-polliniser,
lorsque ses propres cellules mâles et femelles se combinent. Mais le principal avantage, la raison d'être des fleurs, c'est que des insectes transportent par inadvertance le pollen, le déposent sur une autre fleur de la même espèce, et ainsi assurent la fécondation, ce qui permettra la dissémination de l'espèce et sa diversité génétique. Les fleurs ont été une innovation si efficace qu'aujourd'hui les plantes à fleurs sont devenues le groupe avec la plus grande diversité parmi les plantes terrestres. Il y en a plus de 300 000 espèces. Mais toutes les plantes à graines ne font pas des fleurs pour autant. En fait, il y a 2 branches parmi les plantes à graines, et on trouve des arbres dans les 2. Les plus courantes sont les plantes à fleurs, qu'on appelle aussi des angiospermes, c'est-à-dire des plantes qui produisent des graines et les enveloppent d'une autre structure, d'un fruit. Une fois que la fleur a rempli son rôle, en aidant à la fécondation de l'œuf, elle se fane, et à sa place va pousser un fruit, autour de là ou des graines qui ont été fécondées. L'autre branche, l'autre type de plante à graines, celles qui n'ont pas de fleurs ni de fruits, s'appellent les gymnospermes. Et au lieu d'avoir des graines contenues dans des fruits, les gymnospermes disposent leurs cellules reproductrices sur leurs feuilles. Des feuilles souvent modifiées pour former des cônes. Les gymnospermes les plus courants sont les conifères, comme les pins, et on sait tous à quoi ressemble une pomme de pin. Mais ce à quoi elle sert, c'est à être un support pour la reproduction des gymnospermes. Elles portent leurs graines. Maintenant, toutes les fleurs ne sont pas spectaculaires ou magnifiques. Par exemple, les bouleaux, qui sont assez abondants dans l'hémisphère nord, sont des arbres à fleurs. Mais on n'y pense pas spécialement parce que leurs fleurs sont très petites. On ne les voit pas, elles ressemblent à de toutes petites pommes de pin. Justement, on trouve souvent les bouleaux et les conifères ensemble dans les forêts boréales de l'hémisphère nord. Ils peuvent tous pousser dans des sols relativement pauvres et sous des climats froids. Le bouleau est une espèce dite pionnière, parce qu'elle va être souvent une des premières à s'installer dans ce type d'environnement. Par contre, il y a une grande différence qui distingue le bouleau des conifères. Le bouleau perd ses feuilles chaque année. Il est à feuilles caduques, alors que les conifères sont à feuillage persistant. Pourquoi autant d'arbres perdent leurs feuilles? Ce qui ressemble quand même à un gaspillage d'énergie et de ressources, vu qu'il faudra refaire ces feuilles l'année suivante. Les arbres à feuilles caduques sont nombreux, et même les plus fréquents sous les climats tempérés. Chênes, érables, hêtres, bouleaux, beaucoup d'arbres fruitiers, les ormes, les peupliers, etc. Alors pourquoi? Évidemment parce que c'est plus avantageux pour eux. Il leur faudra des ressources pour faire repousser un feuillage, mais ces ressources ne sont pas vraiment perdues. Les feuilles tombent au pied de l'arbre, et après décomposition, leurs minéraux retournent au sol à disposition de ses racines. Ensuite, se débarrasser des feuilles, c'est aussi une façon d'économiser de l'eau quand l'air devient plus sec en hiver, parce que ça évite l'évaporation par les feuilles. Autre avantage, ça évite la prédation par des herbivores, et il est utile de pouvoir se rétablir en faisant rapidement de nouvelles feuilles au cas où des herbivores auraient tout mangé. Et pour ça, il peut être intéressant de ne pas investir trop d'énergie dans des feuilles qui doivent durer des années. Encore un autre avantage, c'est que dans les régions froides où il neige,
Les arbres à feuilles caduques évitent souvent les bris de branches ou de troncs à cause du poids de la neige. Comme ils n'ont plus de feuilles en hiver, ils accumulent moins de neige. Et enfin, garder ces feuilles peut être une fausse économie de ressources et d'énergie, parce qu'il faut aussi réparer et entretenir ces feuilles. Donc dans bien des cas, il apparaîtra plus économique et plus simple de se débarrasser des feuilles chaque année et de les faire repousser. D'ailleurs, les arbres à feuillage persistant soit sont dans des zones équatoriales qui ont pas ou peu de saison, soit ont des feuilles mieux isolées de l'évaporation et toxiques ou pas attractives pour les herbivores, comme les conifères. Mais ça soulève une autre question. Comment est-ce que les arbres, ou les plantes en général, savent que leur environnement est en train de changer ou va changer, et déclenchent la perte ou la repousse de leurs feuilles? Le fait qu'ils en soient capables nous informe du fait qu'ils ont une horloge biologique interne, ou des capteurs capables de mesurer la température, la lumière, ou les niveaux d'humidité. Le déclenchement de la chute des feuilles dépend des espèces. Dans les forêts tempérées, lorsque les arbres détectent une chute durable de la température, ils passent en mode hiver et ils coupent l'approvisionnement de leurs feuilles en eau et en sève. Le résultat, c'est que les feuilles sèchent, elles se fanent et elles tombent. Ça se produit en général à l'automne. À part la température, la durée de la lumière du jour pourrait être un autre facteur qui informe les arbres que le moment d'abandonner leur feuillage est arrivé. Par contre, dans des forêts plus chaudes, comme celles des zones tropicales, les arbres perdent plutôt leurs feuilles à la suite d'un changement dans le régime de précipitation, quand la pluie s'arrête. Le feuillage est réduit pendant les périodes sèches pour économiser l'eau. Et ça ne dépend pas toujours des saisons. Ça peut se produire à tout moment de l'année s'il ne pleut pas pendant un certain temps. Dans tous les cas, les arbres sans feuilles ne peuvent plus faire de photosynthèse. Pendant quelques mois, donc, ils s'endorment, ils arrêtent de croître, et ils entrent dans une sorte d'hibernation. Mais à l'intérieur de leurs racines, de leurs troncs et de leurs branches, il y a tout ce dont ils auront besoin pour recommencer un nouveau cycle. Toutes ces caractéristiques, les graines, les fleurs, les fruits, le feuillage caduc ou persistant, ce sont des traits qui se sont développés sur des dizaines de millions d'années, probablement au cours desquels il y a eu d'autres essais, des tests évolutifs qui n'ont pas été gardés parce qu'ils n'étaient pas concluants. Mais ces évolutions étaient déjà bien en place à l'époque des dinosaures. Au Crétacé ou au Jurassique, les écosystèmes forestiers étaient assez similaires dans leur fonctionnement à ce qu'ils sont aujourd'hui. Les espèces de plantes étaient différentes, évidemment, mais les formes et les modes de fonctionnement nous apparaîtraient familiers. À une exception près, et elle est notable, il n'y avait pas d'herbe à l'époque. De nombreuses plantes qui sont abondantes aujourd'hui sur Terre, de l'herbe sauvage à toutes les céréales, en passant par le bambou, une grande famille qu'on appelle les graminées. Tout ça n'existait pas encore. Cette famille des graminées est apparue à peu près au moment de l'extinction des dinosaures, il y a environ 66 millions d'années. Peut-être un peu avant, la datation de leurs origines est imprécise, mais en tout cas les graminées sont apparues bien après les arbres. Une partie des graminées, comme les bambous, sont à l'aise dans des forêts.
Mais en général, les graminées ont été très efficaces pour coloniser les espaces ouverts, créant des prairies ou des savanes. Toutes les familles de plantes sont importantes pour l'homme, que ce soit directement comme source de nourriture ou de matériaux, ou indirectement via leur impact sur le climat, l'atmosphère ou la préservation des sols. Mais aucune n'est aussi importante que les graminées. C'est la base de l'agriculture, avec toutes les céréales, blé, riz, maïs, etc. Sans graminées, l'humanité serait sans doute très différente. Et vice-versa, l'homme a beaucoup affecté les graminées et les arbres depuis son apparition. Les forêts comme type d'habitat ou d'écosystème, avec leur mode de fonctionnement et d'interaction, depuis les sols avec les algues, les lichens et les mousses, les fougères, les graminées et toutes les plantes à graines, y compris les arbres. Tout ça était déjà en place il y a 60 millions d'années. Et bien sûr, les espèces ont changé depuis, mais pas les modes de fonctionnement des forêts. Rien n'a autant affecté les arbres, depuis lors, que l'expansion de l'humanité. Au début, je vous disais qu'il y avait aujourd'hui 400 arbres par être humain. Ça paraît beaucoup, mais c'est beaucoup moins qu'autrefois. Évidemment, relativement, puisqu'il y a plus d'humains qu'à la préhistoire, mais aussi en absolu. On estime qu'il y a seulement 10 000 ans, avant l'avènement de l'agriculture, la Terre avait 2 fois plus d'arbres qu'aujourd'hui. Une grande partie de l'espace occupé par l'humanité pour vivre et surtout cultiver a été pris sur les forêts. Après, la situation actuelle est contrastée. En général, en Amérique du Nord, en Europe et en Russie, les surfaces forestières sont stables ou en légère augmentation. En France, par exemple, le point bas des forêts, c'était au début du XIXe siècle, juste avant la révolution industrielle. Depuis, on a plutôt reboisé et protégé les forêts. Et c'est en général le cas dans les pays dits développés. Mais ça ne compense pas la déforestation autour des tropiques et dans l'hémisphère sud. Au Brésil, en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, ceci dit, les forêts couvrent encore 1/3 des continents sur Terre. Et la partie la plus importante de leur biomasse est composée d'arbres. Alors justement, voyons un peu comment un arbre fonctionne. Qu'est-ce qui se passe sous l'écorce, sous terre et jusque dans les feuilles? Ce sont vraiment des organismes étonnants. Ils peuvent pomper de l'eau et l'envoyer à plusieurs dizaines de mètres de hauteur sans avoir aucun muscle ni aucune action mécanique. Ils peuvent tirer des matériaux dont ils sont faits de l'air. Une grande partie d'un arbre, c'est du bois. Et le bois, c'est un matériau composé essentiellement de 2 choses, de la lignine et de la cellulose. La lignine forme des tissus rigides et associé avec la cellulose, c'est ce qu'on appelle communément du bois. Les deux sont des matériaux complexes, faits de grosses molécules, mais ils reposent sur l'assemblage de 3 éléments principaux, 3 ingrédients, du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. D'un point de vue chimique, ces 3 éléments sont l'essentiel de ce qu'on trouve dans un arbre. Mais évidemment, c'est leur agencement qui fait la différence entre les molécules. De la même façon que les animaux fabriquent leurs cellules, les arbres se construisent eux-mêmes, progressivement, en accumulant les matériaux de construction qu'ils puisent dans leur environnement. C'est cette expansion qui est responsable des cercles ou des cernes de croissance dans les troncs.
parce que sous les latitudes tempérées, avec des saisons marquées, cette expansion se fait par à-coups, par saison. Comme on le voyait auparavant, les arbres s'endorment pendant quelques mois chaque année avant de reprendre leur croissance. Dans les régions équatoriales, sans saison marquée, les arbres poussent de façon plus régulière et ces anneaux sont presque inexistants. Le nouveau bois pousse non pas au centre du tronc, mais autour du tronc, juste sous l'écorce. C'est pour ça que l'écorce va être souvent craquelée. Elle l'est par la croissance qui a lieu juste en dessous d'elle. Ce jeune bois, les couches les plus récentes qui sont apparues sur l'arbre, c'est une partie vitale pour lui, parce que c'est celle qui conduit l'eau des racines aux feuilles, et aussi celle qui stocke et qui restitue l'énergie produite dans les feuilles sous forme de glucides. La partie la plus ancienne du tronc, celle qui est apparue en premier, est donc à l'intérieur, au centre, et généralement elle est inactive, morte. Elle peut même parfois pourrir, ce qui laissera le tronc de l'arbre creux. Et ça ne veut pas dire qu'il est mort, puisque les couches plus externes du tronc sont là où les mécanismes de survie et de croissance ont lieu. Les couches d'écorce les plus externes sont également mortes, et si elles tombent, elles peuvent être remplacées avec le temps. Mais souvent elles tiennent longtemps sur l'arbre. C'est pour ça qu'un jeune arbre a souvent un tronc plutôt lisse, et avec le temps, sous l'effet des intempéries et de la tension interne due à la croissance, l'écorce se craquelle, se ride. Alors, comment fonctionne ce système vasculaire dans l'arbre? Un arbre doit pomper à la fois dans deux directions. Il y a de l'eau et des minéraux à trouver dans le sol pour les envoyer jusqu'au feuillage. Et de l'autre côté, il faut faire descendre vers le tronc et vers les racines le produit de la photosynthèse, les sucres, pour les stocker en vue de leur utilisation future. Un premier type de tissu, responsable du transport de l'eau vers le haut, est appelé le xylème. Il sert au transport de la sève, mais une sève qui contient surtout de l'eau et des minéraux tirés du sol, des éléments inorganiques. Comment faire monter cette sève vers le haut, sans muscles ni aucune action mécanique? Ça ne peut se faire que par transport passif. Et c'est sans doute un facteur qui limite la hauteur maximale des arbres. Il y a plusieurs mécanismes, plusieurs phénomènes qui permettent ce transport. Et les experts ne sont pas tous d'accord sur leur importance relative. Le premier mécanisme, c'est un phénomène d'aspiration vers le haut dû à l'évaporation dans les feuilles. Si l'eau des feuilles sort, dans un système fermé, ça crée un effet de succion qui fait monter de l'eau pour remplacer celle qui a été perdue, comme quand on aspire avec une paille. Un autre mécanisme qui joue aussi ici, c'est la capillarité. Les canaux transportant l'eau dans le xylème ont un diamètre très petit, ce qui aide l'eau à monter toute seule. Et enfin, un autre mécanisme, c'est la pression racinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez le concept d'osmose. Quand il y a de l'eau des deux côtés d'une membrane, avec une concentration différente de minéraux dissous, l'eau a tendance à se déplacer spontanément pour rétablir l'équilibre, la même concentration entre les deux milieux, les deux solutions. Ce mécanisme est très important dans la vie biologique en général. La pression osmotique. Et justement, le potentiel hydrique des feuilles, des parties hautes de l'arbre, a tendance à être inférieur à celui des racines.
situation qui est entretenue par le pompage d'eau des racines. C'est là que l'eau entre dans l'arbre et la présence d'une sève beaucoup plus riche en haut de l'arbre, celle qui contient les sucres produits par les feuilles. Donc la pression osmotique fait spontanément monter cette sève qui voyage dans le xylème vers le haut. Cette sève riche en eau. Et c'est la combinaison de ces différents mécanismes, succion, capillarité, osmose, qui permet de faire monter des litres et des litres d'eau, parfois jusqu'à des dizaines de mètres de hauteur, sans aucune action mécanique. Tout est passif. Pour l'anecdote, cette sève du xylème, qui contient peu de sucre, c'est surtout de l'eau et des minéraux du sol, c'est celle qui sert à faire du sirop d'érable. Il y a plusieurs types d'érables qui produisent une sève de xylème assez sucrée quand même. On la recueille et par cuisson on la réduit fortement. Il faut à peu près 40 litres de cette sève pour donner 1 litre de sirop d'érable. Maintenant, il y a ce deuxième circuit que j'évoquais, celui qui descend pour transporter les produits de la photosynthèse vers le bas. Les tissus de l'arbre qui s'en chargent sont appelés le phloème. Et la descente est évidemment plus facile. Il suffit de laisser la gravité faire son travail. Donc on a une sève de xylème, celle qui monte, et une sève de phloème qui descend, celle qui est riche en sucre. C'est grâce à elle que les arbres peuvent stocker des ressources dans leurs troncs et leurs racines. Les racines servent à beaucoup de choses dans les arbres. Déjà évidemment les ancrer au sol et puiser les nutriments et les minéraux et l'eau. Mais aussi à d'autres choses auxquelles on ne penserait pas forcément. Au stockage, à la reproduction, à la défense, et parfois même à faire renaître l'arbre. Vous avez peut-être déjà vu un nouvel arbre surgir à côté d'un autre de la même espèce, ou une souche, un morceau de tronc mort, encore enraciné, qui repart en faisant de nouvelles branches. En fait, c'est toujours le même arbre, la même plante, qui fait repousser une nouvelle tige, un nouveau tronc, grâce à ces racines qui ont été préservées. Les racines sont aussi un monde à part entière, donc il est intéressant de s'y arrêter un petit peu. Lorsqu'une nouvelle plante apparaît, que ce soit à partir d'une graine ou d'une spore, elle possède une racine embryonnaire qui va se développer vers le bas en tire-bouchon. Ensuite, assez vite, de petites racines latérales apparaissent et se mettent à pousser sur les côtés. Il y a comme des poils microscopiques composés d'une seule cellule. On ne peut pas les voir à l'œil nu. Mais ces cellules de racines sont en contact avec le sol, et ce sont elles qui peuvent absorber l'eau et les nutriments par osmose. Maintenant, quand une graine commence à germer, comment est-ce qu'elle sait ce qui est en haut et ce qui est en bas? Les jeunes arbres vont systématiquement pousser à la verticale et enfoncer leurs racines dans le sol. Mais comment est-ce qu'ils y arrivent, sans organes sensoriels pour percevoir leur environnement? En fait, ça reste un mystère. On a cru, pendant longtemps, que les arbres étaient guidés par la lumière, ou alors qu'ils étaient capables de percevoir la gravité ou le champ magnétique de la Terre, et de s'en servir pour s'orienter dans leur croissance. Et peut-être que ces mécanismes existent, mais on a mené des expériences qui semblent indiquer qu'il y a autre chose à l'œuvre. Par exemple, si on met de jeunes arbres dans une centrifugeuse qui tourne aléatoirement pour supprimer les notions de haut et de bas, et sans lumière, ils arrivent quand même à pousser tous dans le même sens,
la racine d'un côté, le tronc de l'autre. Donc à ce stade, on ne sait pas précisément comment les arbres distinguent le haut du bas, mais ils y arrivent. Les racines des arbres forment des systèmes bien plus complexes qu'on ne l'imaginerait sous terre. Quand elles se développent, elles rencontrent des champignons, des fonges, sous forme de filaments. Et elles développent des relations d'intérêt mutuel avec eux. Les racines trouvent dans ces champignons des éléments dont l'arbre a besoin, comme le phosphore. Et en contrepartie, l'arbre leur donne à manger un peu des sucres produits par photosynthèse plusieurs mètres plus haut. Parfois, les fonges développent des filaments qui relient les racines de différents arbres, formant un réseau à travers lequel les nutriments ou des signaux peuvent transiter, être transportés. Cette association entre racines des arbres et champignons a commencé il y a très longtemps, lorsque les premières plantes vasculaires ont commencé à coloniser les terres émergées. Mais ça ne s'arrête pas là. Parfois, les racines de différents arbres se connectent entre elles. Leurs tissus fusionnent, et ces arbres, qui étaient autonomes, forment une colonie, invisible depuis la surface. Au cours des dernières décennies, on a découvert l'existence de ces colonies d'arbres qui interagissent et communiquent. On s'en est rendu compte notamment en injectant des produits chimiques traçables dans un arbre pour les retrouver peu de temps après dans d'autres qui partagent le même système de racines. Mais qu'est-ce que ça veut dire communiquer pour des plantes? Par exemple, avoir des mécanismes de défense communs. Certains arbres referment leurs feuilles en réponse à la détection d'une menace. Et ils produisent des composés volatiles qui peuvent tuer des microbes et ainsi empêcher la pourriture ou décourager la consommation de leurs feuilles par des insectes ou des animaux. On a constaté que lorsqu'un arbre réagissait à cette menace externe, microbienne ou animale, tous les arbres à proximité pouvaient également réagir de la même manière, comme si le premier les avait prévenus. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Ça pourrait être par la libération de composés par les feuilles, ou alors le signal pourrait passer sous terre par des racines connectées. Mais en tout cas, cette communication passe. Donc, même si les arbres ne sont évidemment pas des êtres sensibles ou pensants, ils ne sont pas des machines basiques et aveugles non plus. Ils sont bien plus complexes et impressionnants qu'on ne le pensait il y a encore 2 ou 3 générations. Ce qui est impressionnant aussi, c'est les records établis par certains arbres. Alors, pour finir, examinons un peu quelques cas exceptionnels. L'arbre le plus haut du monde, à l'heure actuelle, est un séquoia, un spécimen nommé Hyperion, qui est situé en Californie, dans le parc national de Redwood. Il mesure 116 mètres de haut, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'un immeuble de 30 à 35 étages, et son âge est estimé entre 600 et 800 ans. Son emplacement exact dans le parc est gardé secret pour le protéger des dommages. Ces séquoias de Californie, qui poussent près des côtes, atteignent souvent des tailles spectaculaires. Ils sont couramment de plus de 60 ou 70 mètres, ce qui leur permet de croître autant. C'est déjà qu'ils ont le temps de le faire. Ils vivent très longtemps, 1600 à 1800 ans. Donc certains de ces séquoias existaient déjà à l'époque de l'Empire romain, et depuis ils ont connu des centaines et des centaines de cycles annuels de croissance, gagnant un peu de hauteur et de largeur chaque année. Un autre facteur qui les aide à atteindre cette taille, c'est le climat.
Ils sont originaires des régions côtières de la Californie et de l'Oregon. Et ces côtes sont humides, avec souvent du brouillard. Je vous disais qu'un des facteurs limitants pour la taille des arbres, c'était d'envoyer l'eau vers le haut, d'alimenter la partie la plus en hauteur. Mais là, grâce à l'humidité ambiante et au brouillard, les feuilles en haut de l'arbre perdent très peu d'eau par évaporation. Donc le besoin de pompage est bien plus limité et l'arbre peut croître en hauteur. Les séquoias font aussi partie de ces arbres qui forment des colonies, des communautés. Ils relient leur système racinaire. Et une curiosité, c'est que ces systèmes racinaires font parfois un peu dans le social. Ils maintiennent en vie des arbres mutants qui ne pourraient pas survivre par eux-mêmes. On appelle ces arbres des séquoias albinos, et on en connaît plus de 200. Ces arbres ont une mutation qui les empêche de fabriquer de la chlorophylle. Donc, au lieu d'être vert, leur feuillage est blanc comme neige, et évidemment incapable de photosynthèse, ce qui les condamnerait s'ils étaient seuls parce qu'ils ne pourraient pas s'alimenter. Mais ils sont maintenus en vie et alimentés par leurs voisins de la même communauté, ce qui leur permet d'atteindre l'âge adulte et une taille modeste pour un séquoia, mais quand même respectable, d'une 20aine de mètres. On pourrait les voir comme des arbres parasites, au sens où ils prennent sans rien donner. Mais ça n'est pas forcément aussi simple. Des recherches indiquent que ces arbres albinos peuvent stocker des concentrations plus élevées de métaux toxiques. Et c'est peut-être ça l'apport qu'ils font à la communauté qui les alimente. Ils pourraient servir de lieu de séquestration de ces produits toxiques dont les autres arbres ne veulent pas. Les séquoias sont des conifères et aussi des gymnospermes. Vous vous souvenez, ça veut dire que leurs graines sont dans des cônes et qu'ils ne font pas de fleurs. La plus grande plante angiosperme à fleurs, qui est également le deuxième plus grand arbre du monde, après Hyperion, le séquoia de Californie, c'est un méranti jaune, une espèce d'arbre qu'on trouve en Indonésie. Le plus haut d'entre eux qui a été identifié est sur l'île de Bornéo, et il dépasse les 100 mètres également. Évidemment, les séquoias ou les mérantis jaunes ont des circonférences importantes pour atteindre des hauteurs pareilles. Mais il existe des arbres avec des diamètres encore plus importants. L'arbre vivant le plus large connu est un cyprès au sud du Mexique, appelé Árbol del Tule. Sa hauteur n'est pas exceptionnelle, seulement à peu près 40 mètres, mais sa circonférence est énorme, 58 mètres, pour un diamètre du tronc de plus de 14 mètres. Pour le dire autrement, pour en faire le tour, il faut une chaîne de plus de 30 personnes qui se tiennent par la main. À cause de cette taille, on a d'abord cru que son tronc était fait de plusieurs arbres, dont les troncs auraient fusionné. Mais l'analyse ADN a montré que non. Il s'agissait d'un seul arbre. Peut-être que cet arbre seul a développé plusieurs troncs qui auraient fusionné, mais en tout cas il est aussi très vieux. On estime son âge à environ 1500 ans, peut-être plus. Donc l'Árbol del Tule avait déjà un bon millier d'années quand les Espagnols sont arrivés au Mexique. Et il y a une vieille légende zapotèque dans le sud du Mexique, où se trouve l'arbre, qui attribue sa plantation à Pecocha, un prêtre légendaire du dieu du vent, et Écatl. Après cet arbre, le deuxième au tronc le plus large est un baobab d'Afrique du Sud, le baobab Sunland. Les baobabs sont un autre type d'arbre qui peut devenir très grand. Il y en a en Arabie et en Australie,
mais la majorité se trouve en Afrique. Ce sont des angiospermes avec des fleurs et des fruits qui peuvent vivre très longtemps. On en connaît qui ont dépassé les 2000 ans. Il y a différentes espèces de baobabs, mais comme beaucoup vivent dans des zones arides, ils sont devenus experts en conservation de l'eau. Ils sont à feuilles caduques, et ils font partie de ces arbres qui perdent leurs feuilles pendant la saison sèche, pour limiter l'évaporation. Et aussi, ils stockent de l'eau dans leur tronc, et pas qu'un peu. Un gros baobab peut stocker plus de 120 000 litres, c'est-à-dire plus de 120 mètres cubes. C'est énorme. Avec ce genre de réserve, ils peuvent traverser des sécheresses. Je vous disais qu'on connaissait des baobabs de plus de 2000 ans, mais il y a plus vieux. Le plus vieil arbre connu est en Californie, et c'est une espèce de pin. Le spécimen est surnommé Mathusalem, et il a été daté à près de 5000 ans. Mathusalem, c'était un patriarche biblique qui serait mort à l'âge de 969 ans. Un seul autre arbre connu aurait plus de 3000 ans, et c'est un cyprès de Patagonie qui est au Chili, et qu'on appelle El Gran Abuelo, l'arrière-grand-père. Mais ces âges sont pour des arbres individuels, alors que comme on l'a vu auparavant, des arbres peuvent repousser à partir des racines. Et lorsqu'une colonie formée par plusieurs arbres qui réunissent leurs racines se forme et peut réengendrer de nouveaux troncs, de nouvelles tiges, la colonie devient théoriquement presque éternelle. En tout cas, elle peut survivre plus longtemps qu'un arbre isolé. Et on connaît en Suède un système de racines de ce type, Old Chico, qui a près de 10 000 ans. C'est un arbre clonal. Les racines refont un tronc tous les quelques siècles, mais elles existent sous terre depuis 10 000 ans. Encore plus grand et plus ancien, il y a une colonie clonale de peupliers aux États-Unis, dans l'Utah, qu'on appelle Pando. Elle ressemble à une forêt, mais c'est en fait une seule plante, un seul système racinaire, à partir duquel de nouveaux troncs repoussent constamment. Actuellement, il y en a environ 47 000, qui en moyenne ont seulement 130 ans, mais la colonie est beaucoup plus ancienne, et on a évalué son âge à au minimum 80 000 ans. Certains parlent même d'1 million d'années. Et c'est vrai que tant qu'il n'y a pas un gros changement climatique ou une catastrophe à proximité, comme un volcan, la colonie peut se régénérer indéfiniment. On pourrait en dire beaucoup plus sur les arbres, mais on arrive au bout de notre voyage pour ce soir. Il est maintenant temps pour vous de vous laisser aller et de vous endormir. Ou alors, si vous n'avez pas sommeil, de choisir un nouvel épisode, une nouvelle aventure de la bibliothèque des rêves. Je reviendrai bientôt avec une nouvelle histoire. Et d'ici là, faites de beaux rêves. Dormez bien. Au revoir.